Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Diapason. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Audrey Ndjimanjat. On a mis un peu de temps, elle est très très active sur de nombreux fronts, on va en parler justement. Bienvenue Audrey et vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, quelque part, on va commencer par le début, puisque un parcours, c'est toujours, il y a là où on est aujourd'hui, et puis il y a les raisons pour lesquelles on est arrivé là. Donc, raconte-nous un petit peu, Audrey, cette enfance à Madagascar, et puis ce passage vers les études supérieures en France qu'un certain nombre d'entre nous avons traversé, et qui n'est pas toujours un chemin aussi évident, aussi facile que l'on croit. Oui, donc moi, j'ai vécu à Madagascar pendant 18 ans. À Madagascar, en fait, j'ai vécu des épisodes qui étaient un peu compliqués, à savoir que, en 2009, mes parents ont ouvert un restaurant, qui malheureusement a brûlé, dans la crise politique, qui opposait, Marc Ravaloman et André Rajoelina à l'époque. Donc ça, c'était un point qui faisait que, dans mon cheminement, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai compris très, très tôt que la politique avait un impact sur la vie quotidienne des personnes. Et donc, j'ai continué mon lycée à Madagascar. S'en est suivi donc une crise politique, économique aussi, qui était compliquée, avec des parents qui essayaient de joindre les deux bouts, qui étaient à la base entrepreneurs, qui ont dû reprendre des emplois salariés ou même lancer encore une entreprise à côté et puis essayer de rebondir en fait de tout ça. Et moi, en tant qu'enfant, donc j'ai vécu ça du premier au premier franc. Et après, petit à petit, donc à mes 18 ans, j'ai vécu un autre épisode qui était compliqué, c'est que je devais venir en France. Et on peut penser que ça allait être facile, que voilà, quand on me voit, que j'ai eu un chemin complètement lisse, facile. Mais en fait, quand j'ai eu mes 18 ans et que j'ai postulé donc à Campus France admission post-bac, déjà je voulais étudier en Corée du Sud, je voulais pas venir étudier en France. Mhm. Malheureusement, en Corée du Sud, c'était compliqué de faire les conversions de notes, etc. Donc, je viens en France et ce qui se passe, c'est que je fais face à un problème administratif qui fait que mon nom de famille était mauvais. Mon nom et mon prénom étaient le mauvais nom de famille depuis que j'étais petite et qu'on s'était rendu compte que le moment où j'avais fait en fait ma carte d'identité, Ah etc. oui. Ouais, et que j'ai dû faire un procès au tribunal administratif de Tana, on a dû attendre un mois et demi avant que le jugement sorte. Et le moment où le jugement sort, en fait, il se trompe, celui qui était en train de noter, il met que c'est ma mère qui avait changé de nom de famille et pas moi. Et donc, moi, je me mets à pleurer et tout en me disant que je ne viendrai jamais en France, puisque le temps que le jugement se fasse et le temps que j'ai encore un nouveau rendez-vous auprès de l'ambassade à l'époque, et en fait, je n'arriverai jamais à venir en France. Et c'est une magistrate, une juge qui me voit en larmes au tribunal, qui dit non, on va pas passer par un jugement, on va juste corriger le papier et on va lui permettre voilà, de faire sa demande. Et elle disait il faut que cette petite parte en France parce que si elle se met dans tous ces états juste pour un départ, il faut qu'elle y aille. Et donc, j'arrive à partir en France à mes 18 ans, en 2015. Là, ça fait 10 ans que je suis en France. Mhm. Pareil, en fait, j'arrive en France, c'est vraiment compliqué. Moi, je travaille dès les premiers mois. Je En fais même face temps que tu aussi à… étudies, donc. Exactement. Donc, je fais partie de ces étudiants qui, malheureusement, n'ont pas la possibilité de ne pas travailler. Je suis obligée de travailler. Malheureusement, je tombe dans une famille vraiment. C'est pour ça que j'aime bien parler de ça dans mes podcasts parce que, comme je disais, les gens peut-être tendance à projeter en se disant que tout devient facile maintenant. Mais moi, en fait,
j'ai dû travailler, j'ai fait des babysitting. En plus, j'ai fait des babysitting avec des enfants qui étaient placés, qui étaient donc un peu violents. Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi. Et ces débuts en France, c'était vraiment compliqué parce que j'ai pas eu le temps, en gros, de m'engager. J'ai vraiment d'abord cherché à survivre avant de pouvoir bien sûr. essayer de me projeter, par exemple. Oui. Merci déjà pour ce premier témoignage et de te dévoiler autant. Je pense que ça fait partie des choses nécessaires, en fait, sans doute personnellement, mais aussi peut-être de façon plus large pour la diaspora malgache et pour les étudiants, en fait, potentiels qui viennent ou en France ou à l'étranger, d'ailleurs, dans d'autres pays, parce que je crois qu'on a toujours un petit peu est-ce que c'est un complexe? Est-ce que c'est une sorte de tabou? Mais de ne pas forcément raconter à quel point c'est difficile parce qu'il y a de la pudeur, de se dire en fait je fais partie des chanceux déjà qui partent à l'étranger. Et il y a aussi cette sorte de façade qu'on veut Mm. peut-être encore trop protéger, de dire que tout va bien en fait quand on part à l'étranger, et notamment quand on part à Nedaf. Un pays plus riche, un pays plus, voilà, plus développé. Donc, quelque part, là, la façon dont tu, effectivement, nous racontes un petit peu tout ça, ces événements à Madagascar, ces difficultés que tu rencontres ensuite en arrivant en France, ça a tracé des sillons dans ta personnalité et quelque part, les engagements que tu as désormais aujourd'hui, viennent de là. Euh, alors, il y en a un premier qui t'est cher parce que tu es une femme, notamment, mais pas que. C'est ton engagement auprès de Malagasy Women Empowerment. Euh, alors, dis-nous un petit peu comment ça s'est lancé, quelles sont les grandes initiatives que vous avez. C'est un sujet évidemment qui est important, j'ai envie de dire, de façon globale maintenant, et même si on n'a pas encore même si on a Mm. des reculs d'ailleurs. On a avancé, mais il y a des reculs. Je trouve que c'est super que tu aies eu cette initiative à l'échelle des Malgaches, du coup, et pour les Malgaches en France d'ailleurs, et pour les femmes aussi à Madagascar. Raconte-nous. Oui, alors déjà pour Malagasy Women Empowerment, c'est vrai que il y avait un mélange entre mes expériences personnelles et des expériences collectives. Donc c'est vrai que je parlais de ma vie à Madagascar. Il y avait, en fait, moi à Madagascar, j'ai été agressée dans la rue avec un mode, le même mode opératoire de la personne, c'est-à-dire que il m'empoigne la poitrine en pleine rue et ce qui se passe, c'est que les gens autour de moi, puisque j'ai tout de suite réagi, en fait, je ne suis pas restée tétanisée, je l'ai tout de suite frappé. Et ce qui se passe, c'est que en essayant de fuir, le monsieur a failli se faire écraser, ben, son karma, quoi. Mais les gens autour de moi m'ont engueulé, moi. Donc, ils m'ont dit mais pourquoi vous faites des histoires vous n'avez pas honte de réagir comme ça en pleine rue, crier, etc. La Et en honte est fait, de quand je l'autre suis. côté. La honte devrait être Voilà. de l'autre côté et c'est sur toi qu'elle tombe. Et sur voilà. Et donc, en plus, c'est un monsieur qui m'engueule dans l'histoire. Oui. Donc, je rentre en plus, pareil, je dis pas que ça justifie quoi que ce soit, mais moi, j'étais totalement couverte. Et je rentre chez moi et en fait, je suis prise d'un sentiment de honte. Donc, comme tu dis, de honte, de culpabilité. Et je me dis, mais moi, j'ai mis un pull. Peut-être que si j'avais pas une grosse poitrine, on m'aurait pas fait ça. Mm. Pourquoi est-ce qu'on m'a engueulée, etc. Et en fait, je vis le même épisode à Paris. Je sors du métro, Ouais. un monsieur pareil, m'empoigne la poitrine. Et pareil, même réflexe, ben, je le gifle. Mais c'est vrai que cette fois, j'étais avec une amie à côté de moi qui était complètement tétanisée. C'était pas elle qui s'était fait agresser physiquement, mais elle était complètement tétanisée en Ouais. voyant la scène. Et derrière nous, deux hommes, mais qui font rien. Donc là, pareil, on rentre chez nous avec une de mes amies, on se dit,
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on porte plainte? Est-ce que on va chercher des armes, voilà, enfin bref, des armes blanches sur Internet pour pouvoir se défendre. Et puis on voit qu'en fait c'est interdit en France, que même les bombes poivres c'est interdit, les tasers, etc. Et Mm. donc on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? On ne savait pas quoi faire. Ouais, Et à ce moment-là, moi je suis en fin de licence d'accord. et je commence à avoir un peu plus de temps. Donc j'ai Oui, déjà un job qui est moins prenant que ce que j'avais avant, ouais, qui se fait que le week-end, ce qui me oui. permet la semaine, soit de faire un babysitting le lundi juste, et puis le reste de la semaine réviser. Et à ce moment-là, je me dis, ok, peut-être qu'il est temps que j'essaie d'initier quelque chose. Donc j'initie le mouvement, je D'accord. décide de créer des groupes, voilà. Malheureusement, au premier groupe qu'on crée, l'am l'ampleur n'est pas là. Donc par rapport à d'autres groupes de soutien, d'autres réseaux de malgaches où en fait on voit parfois des centaines de personnes venir, le nôtre, il y a 5 personnes qui viennent, C'est dont timide. 2 c'est ça, dont Mm. 2 personnes, qui sont de l'équipe. Et Ouais, là, on se dit: «Waouh!» En fait, c'est très révélateur ouais. de ce que, le woman empowerment, la condition des femmes renvoie, pour les Mm. malgaches. Oui. Et donc pendant plusieurs années, ce qu'on fait, c'est qu'on décide de batailler, en fait, pour faire entendre que c'est un sujet qui est Ouais. important. Alors À attends, ma on est dans à quelle, enfin, en quelle année à ce moment-là, Audrey? Oui, en fait, on se rend pas compte, mais effectivement, en 2018, on était encore que dans les débuts, en fait, je dirais du mouvement féministe, afroféministe. Oui, C'est qu'on commençait à faire des manifs, on oui, commençait à prendre un peu de place dans les médias, même je dis «on» par rapport à la France. oui. C'était aussi les débuts en France, un Mm. peu aussi. Là, il y a la vague MeToo, Mm. voilà, c'était un peu les débuts. Et à D'accord, Madagascar, c'était, quasiment le néant, en fait. clairement. C'était quoi à Madagascar? C'était plus des clubs d'entrepreneuses, Oui, il y avait plus planning familial, ouais, santé sexuelle, mais jamais quelque chose de général, ouais, il faut qu'en fait, on se rassemble en tant que collectif, pour pouvoir proposer des choses. ouais. Et voilà, c'est vrai qu'on arrive à ce stade encore où il y avait encore ce truc de, il faut qu'on montre que c'est quelque chose d'important, l'égalité des genres, l'égalité hommes-femmes, la communauté LGBTQIA+. Et effectivement, c'est ce qu'il a fallu qu'on fasse, on prenne de la place. Et en plus, 2018, j'aimerais le rappeler, c'est le début, de la campagne de Ange Radzouin, à cette D'accord, époque, qui d'accord. lui crée tout un programme et il pompe tous les sujets de Women Empowerment pour les mettre dans l'association FITI de Mial Radzouel. Et, Voilà, donc et- ça fait bien pomper en fait tous nos projets mm, pour les mm, mettre sur son site internet avec ouais, même typo, même code couleur, mm. même mot, vraiment copier-coller Eh ben, complet. mm, mm. OK, donc nous on se dit: «Bon, bah, OK, il y a une marche à suivre aussi» parce qu'on sent que s'il se présente, ça prend un peu d'ampleur et lui, bon, à la limite, ça nous ouvre, une brèche sur, le fait que les gens vont regarder pourquoi Women Empowerment, c'est important. Oui, Heu et donc on crée on a une vision, je dis «on», générale, on s'est dit: «On va, faire en sorte d'avoir une vision qui s'appelle "Lutter pour l'amélioration des conditions et des représentations de la femme malgache dans la société à Madagascar et dans les diasporas. et dans les Donc, diasporas. Ouais, tous les mots sont importants. clairement. Lutter, parce que c'est un combat. Oui, L'amélioration, parce qu'il y a des choses qui sont déjà présentes, mais qui ont besoin d'être boostées. Et oui, nous, on se plaçait en réalité, j'aime bien dire ça, on n'avait pas une logique descendante, dans le sens où ah oui, c'est moi qui décide un jour, moi à Paris, en tant que diaspora, de oui, ce que les conditions des femmes est. Non, le fait, c'était des besoins de plein de personnes qui oui, remontaient en fait au mouvement. oui, 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 oui. C'est des gens qui nous contactaient sur Facebook, Instagram, LinkedIn, qui nous contactaient sur place à Mada et qui nous disaient: «On a besoin de ça». Oui, Et c'est après que nous, ce qu'on faisait, c'est un peu, entre guillemets, structurer tout ça, oui. donner un peu de forme, faire des festivals, se mettre à faire des campagnes sur les réseaux sociaux, Mm. heu,
mettre en place de base, on voulait faire un bus santé sexuelle et reproductive. Au final, on a fait un centre pour pouvoir lever des financements. Oui, Voilà. Et une grande initiative qu'on a là ces dernières années, c'est la distribution des serviettes hygiéniques lavables. Et oui. pourquoi ça? C'est parce que on part d'un besoin vital qui est les menstruations qui Mm, arrivent soit très tôt pour certaines jeunes filles, mm. soit assez tard, ou encore on a aussi des menstruations. Bon, entre femmes, on sait que notre ménopause, elle arrive à la fin de notre cinquantaine, début cinquantaine encore à la limite. Mm. Et donc, il y a quand même un temps, il y a des années qui s'écoulent où on a encore nos règles. Et Ouais. donc, l'idée, c'était ça. C'était de pouvoir accompagner les femmes, filles, femmes, personnes menstruées, et avec un besoin vital très clair, Ouais. une serviette, des serviettes hygiéniques. Comment on peut les aider les next steps, c'est plus tard encore, Mm. mais des serviettes hygiéniques, un message qui est fort. Ouais. Nous, les femmes, on vous accompagne, nanana. Des serviettes hygiéniques qui les tient presque 3 à 5 ans. Et enfin, un dernier cas, c'est pouvoir dispatcher ça dans plusieurs régions pour pouvoir lever du financement. Ouais. Voilà. La logique est très facile. Un Ouais. besoin, un produit, un message clair, la levée de financement. Et c'est ce que les startups aiment bien appeler comme ça scalable, mais ce que nous, voilà, c'est diffusable. Et avec un impact très concret et très direct. Ouais. Voilà, très Ouais. direct, très concret. Ça nous permet aussi indirectement de pousser les directeurs d'école, parce que souvent c'est des directeurs, les D'accord. directeurs d'école à nous appeler et D'accord. à comprendre qu'effectivement, c'est très important pour les filles de leur école Bien pour sûr. continuer à travailler pendant les menstruations. Parce qu'on Ouais. est parti d'un constat où on a interrogé quelques femmes, on a eu des retours de certaines femmes de nos centres qui nous disaient moi, je galère, j'utilise soit du papier, soit je prends des feuilles, soit Ouais. à la limite, je déchire des t-shirts, soit j'achète à la fripe des trucs, j'essaye de faire des couches comme je peux, mais en fait, on se rend compte qu'elles n'arrivent pas à continuer. Exactement. Et les directeurs d'école, ce qui a été génial, en 2018, certaines écoles nous disaient stop, on ne veut pas de vous. On ne veut pas que vous veniez pervertir les Mm. enfants, nos adolescentes. Qu'est-ce que vous allez raconter Mm. dans vos groupes? On ne sait pas. Mm. Donc, on ne veut pas de vous. À 2025, des directeurs d'école qui vraiment viennent nous voir, en fait, nous disent effectivement, nous, nos petites, on a une fontaine, mais Ouais. il y en a plein qui viennent plus à l'école à ce moment-là Ouais, oui, parce qu'elles sont gênées, en fait. elles sont génies. Ouais. Voilà. Très intéressant ce mouvement parce que quelque part, vous réussissez en fait à adresser des tabous, des enjeux clairement culturels, hein. En tout cas, du côté de Madagascar, je sais que vous êtes aussi très engagé sur la partie légalisation de l'avortement, par exemple. Et en même temps, vous adressez toute cette partie, comme tu l'as cité tout à l'heure, au niveau de la dénomination de votre association, toute la partie représentation de la femme dans la société. Et donc, quels sont les types d'accompagnement finalement et là-bas et ici, parce que les problèmes sont pas les mêmes, les problématiques sont pas les mêmes et elles se traduisent pas de la même manière. Et donc ici, je sais que vous avez lancé aussi un certain nombre d'initiatives autour de tout ce qui est psychosocial pour les jeunes femmes, vraiment d'accompagnement d'écoute, d'orientation, de médiation, euh, pour quelque part il y a des défis vraiment un peu invisibles en fait pour les étudiantes malgaches en France. Toute cette partie choc culturel, la pression familiale. Euh, donc c'est des besoins qui sont presque opposés, mais Mmh. finalement vous arrivez à adresser tout ce panel de problématiques que les femmes malgaches, à un moment donné où elles se trouvent, peuvent croiser en fait. Peut-être que Mmh. tu veux en dire un mot sur toute cette partie accompagnement, ce service psychosocial, toute la détresse psychologique en fait qui peut y avoir. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment comme tu disais, on est sur des besoins qui sont d'impression un peu opposés.
puisque c'est des classes sociales vraiment entre eux. Une classe sociale qui est peut-être dans l'extrême pauvreté et une Mm. classe sociale qui parvient, comme tu dis, à être chanceuse à venir. Non Mm. pas que tout le monde a le capital financier ou quoi que ce soit, mais en tout cas, une classe effectivement un peu plus privilégiée. Ouais. Et c'est vrai que dans ma vision à moi du mouvement féministe à Madagascar, il y a quelque chose. Là, par exemple, on est à 20% de ce qu'on est capable de faire, à 20% de ce qu'il faut faire aussi. Dans mon esprit à moi, peut-être d'autres personnes diront, vous avez déjà fait énormément de choses, mais je sens qu'il y a quelque chose. Et en fait, je me rends compte que ça se complète. Ouais. Parce que la fille, effectivement, qui est à Madagascar, qui a connu un peu mon cas, qui a connu les conditions de Madagascar et qui parvient à faire une extension de ça en France. Ouais. Et nous, par exemple, en France, les besoins, ils vont être, comme tu dis, assez pareils, vitaux, puisque on a les consultations psychosociales dues au fait des pressions psychologiques. Si je vais avoir un travail en plus de mes études et qu'en plus mes parents projettent une forme de réussite professionnelle sur moi, mais que malheureusement je tombe au rattrapage. Et en fait, il y a toutes ces choses-là qu'il faut qu'on accompagne. Il y a aussi l'accompagnement quand on peut, je dis bien quand on peut, administratif, c'est qu'on va mettre en place un guide sur notre site internet que les personnes vont pouvoir télécharger en avance pour savoir à peu près comment se débrouiller en France. Et Mm. puis, on va avoir aussi toute la partie reconnexion avec Ouais. le pays d'origine. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ouais. Reconnexion au pays d'origine, c'est on crée par exemple un festival qu'on a l'habitude de faire depuis 2 ans maintenant, en mars, qui s'appelle Tombovo, D'accord. qui met en avant les engagements culturels, écologiques, etc. Pourquoi? Parce qu'on veut créer cette transmission dans Ouais. nos mouvements. C'est Ouais. qu'on ne veut pas perdre les gens en se disant, on arrive en France, ah ben on est tellement occupé par les problèmes de la vie que Madagascar, en fait, avec tous leurs problèmes politiques, on n'a plus envie de s'en occuper. On En laisse ça fait, de nous, côté. exactement. Il y a aussi ce côté-là d'attache culturelle, mais comme on disait, il y a cette partie aussi très représentation, très physique, etc. Par exemple, nous, on a des filles de la diaspora qui, malheureusement, ont été agressées physiquement ou psychologiquement. Oui. C'est parfois soit par des hommes malgaches, soit par des hommes non malgaches. Oui. Oui. Donc, qui viennent nous voir, qui ont dit, moi, j'ai été, désolée pour les mots durs, j'ai été violée lors de cette soirée, Ouais. qu'est-ce que je peux faire? Oui. Et heureusement que, C'est important voilà, d'avoir cet espace de parole et cette possibilité de le partager parce que je pense qu'il y a quelques années, et encore pour celles qui ne vous connaissent pas, en fait, elles savent pas où se tourner. exactement. Mm. Elles savent pas où se tourner et du moins, même si nous, on n'accompagne pas sur tout le process, Mm. on voudrait au moins que psychologiquement, elles puissent parler à des personnes Ouais. et qu'elles puissent savoir aussi, comme je parlais de la plainte précédemment, Oui. comment plainter. OK, même si c'est, C'est ça, comment porter voilà, plainte et en comment fait porter plainte. que c'est gratuit, que ça t'engage, enfin ça t'engage à rien. Enfin, tu le fais, tu fais part de ce dont tu as subi, de ce que tu as subi. Et effectivement, c'est hyper important. Et je pense que quand on vient d'arriver, quand on est là que depuis quelques années, en France ou ailleurs d'ailleurs, mais à l'étranger, on ne connaît pas les règles. On n'a Exactement. pas cette grille de lecture de OK, j'ai ce problème, c'est par là que je peux Mmh. passer en fait. Et on peut même opposer le fait qu'on soit dans un pays où la justice est très subjective, Oui, très bancale, à un oui, pays où en fait, il y a quasiment des lois pour tout. oui, Encore dans l'application en France, toutes les plaintes n'aboutissent pas à quelque chose et ça, c'est un oui, autre sujet. oui, Mais on arrive à deux parallèles où c'est clairement. vrai qu'on passe d'une justice où on ne sait pas trop, on glisse un billet et peut-être notre plainte, elle est reçue, C'est ça. à là, Ah, pareil, on ne sait pas trop non plus dans quelle étape suivre. oui, Et ça, c'est vrai que c'est important. Et du moins connaître ses droits, oui, pouvoir s'engager, être représenté. oui. Et on est presque sur 60% de femmes dans la diaspora. Donc, voilà, ça c'est important à savoir. C'est souvent Important, des mères, des jeunes filles qui migrent pour un avenir meilleur de leur futur. complètement. Donc, voilà. Complètement. Alors, quelque part, ce que tu nous dis là sur quelque part un focus un peu plus féminin, ton engagement, il dépasse
cette seule question féministe. Tu touches finalement une problématique qui est diasporique, quand on parle en tout cas de l'autre côté, c'est-à-dire d'ici en France. Euh, donc sur cette volonté plus élargie, je sais que vous avez mené aussi beaucoup de... Alors je ne sais pas si c'est toujours sous Malagasy Women Empowerment ou sous une autre initiative, mais il y a énormément d'initiatives que tu portes aussi pour les étudiants, en fait. Toujours cette volonté d'accompagner cet accueil, ce cheminement des premières années qui est difficile et où on découvre, où cette grille de lecture n'est pas claire, à part de, OK, je suis inscrit dans telle université et j'ai comme objectif d'avoir tel diplôme. Il y a finalement tout l'écosystème environnant qui doit aussi être connu. Donc, tu parlais par exemple d'abus administratifs, toutes les problématiques de visa, tout ce qui est aussi peut-être un peu abusif en termes de travail à mi-temps, parce qu'on est étudiant, parce qu'on n'a pas les bons papiers. Euh, Raconte-nous un petit peu toute cette partie aussi qui est souvent invisible et encore une fois Mm. où les gens ont honte et n'ont pas forcément envie de partager en fait ces expériences, Oui. alors qu'ils ont besoin d'aide. Mm, mm. Moi, je vais parler de moi sur ce coup parce que, comme tu disais, il y a une forme de tabou autour de la réussite, du succès d'une personne malgache ou même d'une personne migrante qui part vivre donc dans un autre pays. Mm. Moi, mon expérience, elle est l'expérience, je pense, de aller 80% des malgaches qui viennent en France. Et après, on a la partie un peu 20% des personnes les plus privilégiées qui n'ont pas à travailler pendant les études, qui savent comment ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont manger à la fin du mois. Mm. En fait, quand j'arrive en France, je m'inscris, donc comme je disais, les premiers mois, Oui, je travaille. oui, Donc mes parents m'aident pas mal, mais je sens que je suis quand même un poids. On est 3 enfants. Je suis la deuxième enfant. Mon premier frère fait une école et une école qui est assez chère, donc compliqué, voilà, de pouvoir plus m'aider entre guillemets. bien sûr. Et je décide de travailler. Donc je décide de travailler. Je suis en foyer de jeunes étudiantes. J'ai des loyers en retard. Difficile de continuer dans une filière. J'avais une double licence. En double licence, je pense 90, il n'y avait que moi qui travaillais. Les autres pourcents, ils étaient tous financés par leurs parents. Donc, Mm. ils n'avaient que le temps de réviser. Et en fait, moi, plus j'avance, plus ma santé mentale prend un coup. Et je décide donc à chaque fois de m'améliorer en trouvant des contrats qui payent un peu plus en travaillant moins. Donc, à chaque fois, je me dis, OK, mais cette année, allez, je travaille un petit peu moins, tout ça. Je Mm. rentre dans une boulangerie. Dans la boulangerie, je me fais harceler sexuellement par mon patron. Donc, je suis harcelée. Il y avait deux patrons. Il y avait un patron qui était une crème. C'est un peu limite bon flic, mauvais flic. Oui. Et voilà. Donc, je suis partagée entre les deux. Je reste dans mon travail Mm. ou je pars parce qu'il y a l'autre harceleur. Et je décide à la fin, bon, je vais quitter mon travail et je vais aller trouver un autre job et je vais travailler en manutention. Ouais, Je travaille en manutention, mais c'est pas plus facile puisque je me lève très tôt. Je ouais, n'habite pas à côté de mon travail. ouais. Je porte des colis qui sont très, très lourds. Je fais des journées presque vraiment du 8h, 20h facile, 7h, 20h facile, en comptant les trajets. Et je dors très peu à cette période-là. Donc, je passe au Mm. rattrapage, évidemment. Mm. Je commence à dire à mes parents, je crois que j'ai besoin de me réorienter. Mes parents sont à la fois, ils comprennent, mais à la fois, ils sont un petit peu déçus parce que Bien sûr. ils m'ont connue comme la première de la classe toute ma vie. Et Mm. là, je leur annonce que, en fait, je valide pas mes semestres, quoi. Ouais, Parce que ça devient impossible. ouais. Le temps avance, je n'ai pas de soutien à part mes proches, etc. Et aller faire la fête, évidemment, dans lequel faire la fête me permet de me désinhiber, etc. Et donc, par rapport à ça, je me dis non, les étudiants étrangers, surtout qui viennent d'un pays pauvre comme Madagascar, en fait, on souffre. On souffre parce que on a beaucoup de choses à rattraper, même culturellement, Bien sûr. même on se sent bête quand parfois on va dans des classes et on se dit waouh, la différence de culture générale, et encore c'est subjectif parce que c'est leur culture générale, Ouais, elle est énorme, voilà. Et donc, par rapport à ça, je décide de lancer moi sur les réseaux sociaux du contenu. d'accord. Ça fait très récent parce que je trouve que quand on tape ça, en fait, on tombe soit sur des gens qui veulent nous vendre des services, Mm. soit on va être dans la partie très législative. Oui,
chose que je ne maîtrise pas forcément. Moi, ce Mm. que je maîtrise, c'est être pratico-pratique, aller chercher un travail, aller chercher un appartement, euh, faire mes papiers, renouveler, ça, je maîtrise. Ouais, Donc, j'avais décidé de faire cette initiative qui a bien pris d'ailleurs sur les réseaux sociaux. d'accord. À côté de ça, il y a aussi MWE qui est déjà une association qui avait son poids. Et comme j'ai eu une stagiaire qui est une intervenante psychosociale venue du Canada, Mhm. en fait, on s'est dit, ah, il y a un réel besoin pour les jeunes malgaches de pouvoir partager autour de juste leurs conditions. Partager, Ah, juste partager. partager, Tout en ce, parler. voilà, tout ce Ouais, qui est pratique, ils savent faire. ouais. Mais tout ce qui est partagé, parlé, voilà, ça, on a. Et le fait que ma stagiaire, notre stagiaire MWE, vienne du Canada et ne soit pas malgache, Oui, il y a eu une façade oui, qui s'est brisée. Par complètement. exemple, moi, je ne connais aucune des histoires de ces jeunes-là Ouais, parce qu'elle a un devoir de bien confidentialité sûr. et de safe place. Ouais. Et c'est ça qui est génial, d'avoir quelqu'un qui puisse accompagner gratuitement ces personnes. Et qui Et te ce qui est juge super, pas et qui te met voilà, pas une sorte de pression ou qui porte un c'est ça. regard. Ouais, ouais, ouais. Voilà, sans jugement, sans trop connaître la culture. Mm. Voilà, peut-être plus tard, on aura. Et ce qui a été génial, c'est qu'au moment des manifestations Gen Z, effectivement, il y a plusieurs coachs qui nous ont écrit, voyant qu'on avait fait cette initiative, Ouais, pour nous dire après, ah, moi, je veux proposer quelques heures gratuites pour les jeunes super. malgaches à Ouais, l'étranger. ouais, Et pareil, on a eu une demande de la Belgique aussi, d'une stagiaire malgache qui disait, ah, je vois que vous faites ça, est-ce que c'est possible que bien je sûr. postule pour un stage auprès d'MWE Ouais, ouais, prochainement? Et ouais, tu vois, il y a un cercle vertueux. complètement. Plus on propose, plus les gens en fait joignent la cause. Et en fait, on se rend compte que les malgaches sont très généreux. Ils sont capables de donner quelques heures de leur semaine Ouais, dans des causes ouais. et ils veulent le faire. Ils s'en fichent. C'est pas pour eux. Ils Oui. le font vraiment pour la Ouais. communauté. Et il y a une sorte de libération du coup de la parole et libération d'un poids pour ces personnes, j'imagine. Encore une fois, poids qui peut être vraiment finalement très très lourd et qui peut avoir des conséquences des fois pas forcément heureuses en fait sur le cheminement. Et comme tu l'as dit toi-même, tu l'as traversé toi-même. Donc tu es l'une des mieux placées pour comprendre le besoin que peuvent avoir les étudiants. Mm, mm. Euh, alors après, Audrey, il y a chez toi une sorte de multiplicité d'initiatives et de projets, et je trouve en ce sens-là, j'avais vu sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps une sorte de dirigeant avec une réputation assez positive de leadership qui disait voilà, moi j'ai décidé de ne pas choisir en fait. J'ai décidé de ne pas choisir juste d'être ceci ou cela. Je suis tout ça en même temps. Et je trouve que tu l'illustres très bien puisque là, on a plutôt évoqué des initiatives associatives. Et quelque part, bah, tu es aussi une entrepreneuse. C'est pas quelque part. Tu es aussi une entrepreneuse. Et ce que tu recherches, c'est finalement de concilier ton métier ou tes métiers, les activités que tu auras en tant qu'entrepreneuse, avec un certain impact aligné à tes valeurs. Et donc, là, je switch un petit peu, mais tu parlais un peu voilà, d'une entreprise tech dans le domaine de l'événementiel. Euh, Partage-nous un petit peu où est-ce que tu en es, en tout cas ce que tu souhaites partager sur cette partie beaucoup plus entrepreneuse en fait d'Audrey. Mhm. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a plein de gens qui me disent à chaque fois, mais tu fais plein de choses, comment tu arrives à suivre, etc. En fait, ça, c'est quelque chose qui me fait vivre. Et depuis que je suis petite, en fait, je fais beaucoup de choses. Donc, j'ai été vraiment éduquée dans la curiosité, la créativité. Et quand j'étais petite, je voulais déjà être chef d'entreprise. Parce qu'il y a aussi l'impact un peu de mes parents. Mes parents, ils sont passés de salariés à entrepreneurs. Et Mm. après, mon père, par exemple, est revenu salarié. Mais ma mère, elle a terminé donc sa carrière en étant entrepreneuse. Mm.
Et en fait, quand j'arrive en France, moi, je suis partagée entre le fait d'avoir un CDI stable. En fait, c'est fou. Les gens vont dire que les gens vont dire que L'éternel c'est, dilemme. voilà, c'est L'éternel ça, dilemme. Oui. qu'ils vont se comprendre, ils vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Mais quand tu termines tes études, soit tu te dis, OK, moi, je vois un truc très corporate, CDI à la défense, dans un grand groupe. Au moins, au bout d'1 an et demi, j'achète mon appart, etc. Voilà, ça, c'est un peu le chemin que tous les barons malgaches, je pense, Oui. ont intégré dans notre tête quand on Oui. vient étudier en France. Mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, c'est le Covid. Je suis dans une filière qui est assez spécifique, donc quand même, on a eu de la chance. Par exemple, je pense 100% des gens de mon master ont trouvé un travail, même malgré le Covid, parce qu'on était quand Hmm. même dans une filière assez spécifique. Et moi, je suis partagée. J'ai mon changement de statut salarié, voilà, tout ce qui est avec. Il y Il y a a le les Covid, papiers, voilà, etc. il y a les Oui, oui. papiers, il y a le Covid, Hmm. il y a la santé mentale, il y a tout qui vient ensemble. Et je commence à me dire, est-ce que je ne me lancerai pas dans l'entrepreneuriat? Ouais. Et j'ai peur, hein, j'ai la boule au ventre le soir, je réfléchis, je me dis, je continue à postuler, mais en même temps, je n'y mets pas beaucoup de cœur. Voilà. Et donc, je décide, allez, il y a un pas à faire. Et je me dis, allez, je vais me lancer en entrepreneuriat. Mais si Hmm. je me lance pas à moitié, je me lance à fond. Hmm. Parce que voilà, c'est un changement de statut. Tu peux pas te permettre auprès de la préfecture d'arriver avec un dossier bancal, quoi. Hmm. Donc, OK, je décide de postuler pour un titre de séjour entrepreneur. Donc là, j'ai un petit temps sur lequel je m'inscris dans des incubateurs. Je vais auprès de Pôle emploi pour avoir des fonds. Je vais demander des prêts auprès de l'ADSI. En Hmm. fait, j'arrive à savoir comment nourrir à peu près Ouais. l'activité Ouais. en réfléchissant, en faisant des recherches, tout simplement. Ouais. Ouais. Et donc, ce qui arrive, c'est que mon projet de base, c'était de l'accompagnement de projets à impact. Comme moi, ça faisait déjà 3, 4 ans, voire 5 ans que j'avais une expérience dedans, je me suis dit, allez, je vais proposer ça à des personnes qui veulent lancer des projets. Ça marche plutôt bien, dans le Hmm. sens où j'ai déjà des clientes, mais je trouve que le côté personnel, c'est difficile de lever des fonds. Ouais. Deuxième point, je décide alors de monter un réseau d'entrepreneuses de la diaspora africaine, donc qui serait un peu sous forme de club. Et je crée des événements, je fais des événements, je fais des formations, Hmm. je fais des ressources. Et en fait, les gens vont payer un abonnement Ouais. pour avoir accès à tout ça. Oui. Mais compliqué, pareil, de faire valoir ça hors domaine associatif. Oui. Les gens voient tout de suite une asso, en fait, quand je leur parle de ça. Et là, on est OK, en quelle année, Audrey? on est entre 2020 et 2022. Hmm. 2022, ouais, à peu près. 2020-2022, effectivement, pardon, je mets pas les Non, années. non, non, mais t'inquiète pas. J'oublie. Mais On est pour entre situer, parce que 2020, toutes ces initiatives que tu as là, je trouve qu'en ce moment, il y a, ouais, depuis 2 ans, grosso modo, il y a un gros boom de ces voilà, cercles de femmes c'est entrepreneuses qui ça, proposent du c'est ça. contenu, des conférences, etc. Et c'est pour ça que je pose la question, parce que je trouve que tu étais en avance, en fait. Ouais, sur le coup, j'avoue, parce que c'est quand même, bon, je suis pas dans la prétention, mais je pense quand même que je fais partie de ces personnes qui sont visionnaires. Mmh. J'arrive à flairer des L'air choses, du temps, quelque chose qui ouais, va arriver. qui va marcher, des choses qui Mmh. vont marcher. Et souvent, je me trompe pas. Et à Mmh. la limite, c'est pas grave, je vais faire ça quelques temps et puis je vais abandonner si je sens que j'ai pas l'énergie pour le faire, ou sinon je vais dire à quelqu'un d'autre, tu as envie de le faire, tiens, je pense que Ouais, c'est très bien, va sur ça. ouais. Et, et c'est pour ça que donc je fais de l'accompagnement. Et puis en 2022, en fait, en plus de ça, je fais de la formation. Mmh. Parce qu'il faut quand même manger à la fin du mois. Et la formation, c'est très lucratif. Ouais, Déjà, c'est rapide ouais, parce que tu es booké très vite. ouais, Le besoin, il est là. Et ouais. aussi, c'est bien payé. Donc, je Et puis, fais ça. il y a tous les organismes, les DIF et puis les OPCO, etc., que les entreprises ont et où les sociétés cotisent et les employés aussi. C'est ça. Et d'ailleurs, une entrepreneuse qui m'a beaucoup inspirée dans tout ça, c'est Joël. Le fait d'avoir pouvoir parler à Joël pendant tout ce temps. J'ai aussi parlé à Chef Ainara Matson Mmh, à l'époque, en fait, quand j'étais vraiment dans les débuts. Et mmh, je parlais à beaucoup de gens, surtout des femmes qui ont peut-être allé 10, 20 ans de plus que moi. Mais ouais, en fait, j'ai l'impression qu'ils me poussaient aussi, qu'ils me soutenaient bien beaucoup. sûr. Donc ça a été un bon catalyseur aussi pour tenir. Je n'ai pas non plus été toute seule dans mon coin. Ouais. Voilà.
c'est le fait aussi de parler, de partager beaucoup. Et puis, on arrive à la formation. Donc, je fais de la formation bureautique. C'est ce qui me permet de bien manger, payer mes impôts, tout ce qu'il faut, les taxes, etc. Et à côté de ça, ben, évidemment, l'événementiel que je faisais beaucoup bénévole D'accord. et que j'ai décidé de switcher, en Oui, fait, mon vraie activité oui, d'entreprise, oui, mais sur tout ce qui est à impact, toujours. oui, oui. Travailler avec des gens qui font des festivals des solidarités, travailler avec des gens qui font des talks autour de l'entrepreneuriat. Mmh. Et aussi, un des salons qui m'a le plus inspiré, sur lesquels toi, tu avais pris un des services de MWE, c'était le salon du textile, où je me Oui, rendais compte qu'effectivement, ils faisaient des conférences oui. super huge, super belles, Mmh. sur tout ce qui a impact, mais avec une activité. Et c'est là qu'on arrive au SAS, c'est que tout ça me fatigue. La conclusion de tout ça, Il faut passer au cloud. voilà, c'est ça, j'ai même pas la trentaine et je suis fatiguée. Et je me suis dit, au bout d'un moment, il faut que tu réussisses, un peu comme tous mes jobs étudiants, à travailler un petit peu moins, si Ouais. possible, à être moins, que tes activités soient moins tributaires de ton énergie et Mmh. que tu arrives à te projeter, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que j'arrive au SAS événementiel, qui est encore au stade de l'idée, parce Mmh. que je cherchais à m'associer. Là, j'ai parlé à une fille avec qui peut-être nous allons nous associer dessus. Et encore, mais je pense que c'est important pour moi de réussir à créer une solution Ouais, qui puisse m'aider à faire tourner mon activité, ouais, sans ouais. non plus tomber dans la richesse à outrance, mais juste avoir une activité qui puisse tourner et qui ait un impact, voilà, et que moi, je sois moins, que tout soit moins tributaire de mon De énergie, toi. Oui, oui, de oui, oui. moi-même, c'est ça. Mmh. Pareil pour mon association. Là, je suis présidente encore du pôle France, mais aussi Mmh. présidente et aussi je regarde ce qui se passe à Madagascar, je regarde ce qui se passe au Luxembourg. OK. J'arrive à un stade, en fait, de besoin de transmission où Oui, je me dis, à un moment donné, effectivement, il faut lâcher un petit peu certaines fonctions, partager la charge. déléguer, voilà, savoir déléguer, savoir être entouré, Mmh. savoir être aidé et réussir en fait, à planter les graines partout et puis laisser aussi les gens fleurir de ça. Ouais. Magnifique. C'est vraiment passionnant. Et puis, bon, on en a parlé toutes les deux, mais moi, je trouve que voilà, tu as de très belles initiatives et je te souhaite plein de belles choses de ce côté-là. Et puis, à notre échelle, Diapason, moi, à mon échelle personnelle, j'espère en tout cas pouvoir aussi contribuer, aider là où on peut, en tout cas. On t'a aussi beaucoup vu, beaucoup tout entendu par rapport aux récents événements qui se sont passés dans notre chère grande île, dans la presse, dans tes interventions, sur la partie Gen Z. Gen Z. Euh, je pense que ça a été un moment fort pour beaucoup et tu fais partie de ceux qui ont été au cœur de ces événements et tu continues, j'imagine. Qu'est-ce que, qu'est-ce que représentait pour toi ce moment? Euh, et aussi, parce que c'est un engagement personnel et qui devient un engagement public. Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Comment tu le vis? Ces prises de parole, voilà, avec un vrai positionnement, une vraie posture. Euh, Partage-nous un petit peu, en tout cas, ce que tu es en mesure de faire, de partager aujourd'hui cette implication que tu as. Oui. Euh, alors déjà, pour revenir un petit peu à mon implication dans la Gen Z, donc là, j'ai pu dérouler lors de ce podcast tout mon parcours, Mhm. ce qui fait que les gens vont comprendre à peu près Bien sûr. comment j'étais engagée, dans quelle mesure, etc. Mhm. Et en fait, politiquement, moi, j'avais toujours beaucoup mis mon focus sur ce qui était social, un petit peu. De Mhm. dire, bon, bah, on fait des choses sociales, mais en fait, tout est politique. Donc, forcément, le social amène le politique amène le Mhm. social. Voilà. En 2018, avec mon grand frère et d'autres personnes, en fait, on se dresse contre la conférence de Hans Radzwin à Sciences Po. Ouais, Donc ça, c'était notre début politique. c'est un moment clé pivot. Voilà, c'est Ouais. ça. C'était un début politique. On était à l'époque, on avait quoi, 20, entre 20 et 23 ans, on était assez jeunes. Voilà, et puis on avait aussi beaucoup de zèle. On était, Fougue. voilà, on avait la fougue, voilà, comme on dit.
on avait la fougue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, ça a pris une ampleur nationale. Mm. Les gens se sont dit waouh, en fait, les jeunes là, ils en ont envie. On a été harcelés sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a eu plein de choses. Ouais. Et là, déjà, ça calme un petit peu, mais en même temps, tu te dis, soit ça me calme, soit j'y vais et c'est pour la vie. Et donc, moi, ce que je décide de faire, je me dis, c'est pour la vie. Mm. Arrivent les manifestations, donc je faisais déjà des vidéos sur les réseaux sociaux. Ça commençait à prendre, donc j'avais un petit nombre d'abonnés. Ça commençait à prendre. Les gens étaient contents d'être au courant de ce qui se passait à Madagascar. Ouais. Certains influenceurs me remerciaient parce qu'ils ne pouvaient pas parler des sujets dont je parlais dans mes vidéos. Mm. Et donc, ça prend une ampleur parce que certaines vidéos remontent même à des ministères. Oui, oui, oui. Donc, cette Voilà, liberté de ton que tu as, c'est effectivement, ça. peut aider d'autres. Voilà. Sans pour autant, moi, je mets beaucoup de mesures dans ce que je dis. Mm. J'ai du recul aussi, donc ça se sent. Mais ça commence à déranger. Mm. Et on me contacte, en fait, plusieurs personnes me contactent, on aimerait faire des manifestations. On va d'abord commencer sur les réseaux sociaux, se mettre en noir aujourd'hui pour machin, etc. Peux-tu partager? Donc, il y a des choses que j'ai partagées, mais il faut savoir, j'aimerais bien le préciser, que je n'étais pas dans le Discord de Gen Z avant que ça se fait. Je n'étais pas dans les groupes, etc., avant que ça se fasse, parce que je savais que si on trouvait une trace de ma présence quelque part, on allait tout de suite faire un lien, d'ailleurs qu'on a vu plus tard, hein, un lien complètement loufoque de notre implication dedans, et on ne savait pas ce qu'on risquait. Donc moi, je ne prends pas le risque, je me dis, OK, moi j'ai plein de choses confidentielles sur mon propre Discord, je Mm. n'intègre pas le Discord. Mm. OK. Les choses avancent et la veille des manifestations Gen Z, des influenceurs et un photographe de terrain m'écrit pour me dire, je vais faire des photos. Au cas où il se passe quelque chose de grave, est-ce que tu pourras relayer? D'accord. Effectivement, ça n'a pas loupé. Ils ont tiré sur les gens, lacrymo, ils ont empêché les choses de se faire. Et ce qui était génial, c'est qu'il y avait vraiment un mouvement de masse. À ce moment-là, moi, je me dis, OK, c'est pas normal. Qu'importe, toute la journée, j'étais très occupée, mais j'étais sur mon téléphone. Le Mm. soir, je dis, je fais une vidéo. J'écris très vite pendant la journée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Dans le RER, je réfléchis, je vais mettre tel truc, tel truc, tel Ouais, truc. ouais. Arrivé chez moi, les cernes complètement un truc, je fais la vidéo. Mm. Je fais la vidéo et cette vidéo, elle prend une grosse ampleur. On parle de quoi? On parle de 650 000 vues Énorme. aujourd'hui. C'est énorme. Elle arrive à plein de gens Ouais. et qui me recontactent, soit des personnes sur place qui me disent, regarde, on m'a tiré dessus, on Mm. m'envoie des photos, on m'envoie des vidéos, regarde, c'est en face de chez moi, Ouais. machin, etc. Et on arrive aussi à de la presse qui vient. Et en fait, moi, comment je le vis? D'abord, je suis choquée parce que si je laisse mon téléphone 10 minutes, j'avais 40 notifications. Pour te dire, c'était un enfer. Ouais. Et Pour une personne comme moi, tu devenais un relais, tu devenais un porte-parole. c'est ça. Pour une personne comme moi qui désactive mes notifications, j'ai même pas mes messages, je les vois à peine. Ah, j'arrive à 40, 40, 40. Machin vous a mentionné. Truc, fallait Mm. regarder, fallait fact-checker, Mm. fallait machin, fallait vraiment, en fait, vraiment faire des relais. Ouais. Et donc, ça prend de l'ampleur. Et en plus, avec ça, euh, je suis une personne qui est exposée. Donc, il y avait Erzou qui était exposé sur Mm. place, qui lui, Erzou, c'est le mec qui était au début, qui parlait à la presse, etc. Oui, oui. Lui s'expose et il fait face à une chasse aux sorcières. Il est en cavale, Erzou est obligé de disparaître Mm. et les gens demandent des visages de la Gen Z. Il faut des visages, il faut des visages, il faut des visages. Oui, Oui, mais c'est un mouvement, il n'y a pas de leader, machin, oui. etc. En fait, ce qui se passe, c'est que j'écris à la Gen Z parce qu'on m'écrit pour un plateau sur Paris. Donc, c'est quoi? C'est y aller dans 48 heures. Mm. Matin, on était obligé. Fallait décider. Parce que les gens dans les commentaires, souvent, ils disent, ah, c'est des gens qui se sont autoproclamés. Mm. En fait, il y a une part de l'administrateur et tout le groupe ne voulait pas s'afficher et d'ailleurs n'avait pas, je pense, la capacité de s'afficher puisque on ne sait pas, ils les auraient pêchés dans la nuit, on ne sait pas. Et pour eux, oui, bien sûr. Mm. Et donc, on arrive à un stade où en fait, on est obligé d'aller au casse-pipe et je décide de faire ce plateau à 10 heures. OK, Mm. on voit une fiche, voilà ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, etc. Mais sinon, essaie de étendre un petit peu, voilà. Mm. OK, ben j'y vais et le plateau, il fait un boom. Les gens, les gens
si je peux me permettre, des gens commentent et disent waouh, on ne savait pas une femme malgache qui est là. Il y a carrément des gens qui commençaient à dire présidentielle, quand, machin et tout. Moi, je disais, mais c'est pas le but en fait. Mais heureuse de pouvoir contribuer à ça. Bien En sûr. plus, je fais tout ce qui est logistique. Donc, je te laisse imaginer, logistique de manif. Là, j'assume au grand jour que j'ai participé à la logistique des manifs, mais à l'époque, il fallait être très discret. Très discret. Rien que mes transferts bancaires étaient coupés à certains moments, rien que lever des fonds, on ne savait pas trop, on fait sous le nom de qui, Ouais. quoi. Et donc, je dis OK, MWE, parce que MWE est déjà au sein de la diaspora, Ouais. let's go. Mais pour te dire qu'il y a eu des gens qui ont lancé des rumeurs, carrément qui ont dit ouais, Audrey, elle a reçu de l'argent, ouais, c'est une association qui détourne des fonds, ouais, et tu vois, il fallait dealer avec tout ça, Ouais. et aussi dealer avec, je dis bien, les hommes politiques qui avaient autour de ça. Ouais. Parce que ces hommes politiques mettaient de la pression. Ouais. Et ce n'est pas que des hommes politiques malgaches. C'est... J'imagine. Et là, moi, j'arrive, je suis au milieu de tout ça. Je suis désolée de prendre ce terme-là, mais je suis au milieu de tout ça. Je suis une petite meuf qui, je savais que la politique était sale, était Ouais. vicieuse. Ouais. Si je n'ai pas fait sciences politiques, il y a aussi un choix. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Mais moi, Mm. j'arrive au milieu d'un truc où tout le monde me sollicite. Que ça soit du pasteur machin, du truc, Mm. du militant, Mm. du politicien machin, du politicien qui me dit qu'il m'adore, mais en fait, que je déteste du plus profond de mon âme. Tu vois ce que je veux dire? Ils Très ont bien. essayé Ouais. de faire de moi une... De t'attraper, enfin, en tout cas, Exactement. de De t'apparenter à m'emmener, eux. voilà, c'est Oui. ça, de m'emmener. Et Mm. c'est ça qui a été très dur psychologiquement, c'est que J'imagine. j'ai dû couper à un moment donné quand les manifs se sont arrêtés, la destitution de Ange Radouil, Ouais. le CAPSAT annonce son truc, Ouais. tout s'enchaîne très très vite. Ouais. Moi, au moment où ça commence à se calmer, entre guillemets, je décide de couper parce que c'était trop. Il fallait que tu C'était aies une pause. vraiment, Il fallait ouais, que tu aies c'était une un pause. nuage gris Ouais. devant moi. N'arrivais Moi, plus à non plus à discerner les choses et à avoir une bonne lecture. Donc c'était la voilà, tu c'est sais. ça. Je Enfin, n'arrivais plus à avoir du recul parce qu'en plus, la presse est très demandeuse. c'est sûr. C'est On sûr. m'appelle, tac, 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 peux-tu venir à 20h45, peux-tu Ouais. venir à 21h, demain matin à 9h, Ouais. truc à 13h. Et en fait, il y a tout ça en même temps, plus la logistique terrain, Ouais. plus le fait qu'il faut justifier l'utilisation des fonds et aussi faire face à l'opinion publique des réseaux sociaux et sur place. Mais ça fait partie du job. Complètement. Et ce qui m'a vraiment aidé à tenir, malgré même la diffamation qu'il y a eu autour de mon frère et moi, Oui. voilà, malgré même tout ça, ce qui m'a aidé à tenir, c'est vraiment la communauté. Mm. En fait, moi, je fais partie d'une famille bourgeoise myrne. Et encore, comme je disais, il y a peut-être le capital culturel, mais le capital financier, il n'est pas là. Il y a quand même plein de strates dans la société malgache. Mm. Mais j'ai vu cette jet set, comment elle se construit, comment elle est faite, comment elle se... Et qu'est-ce qu'ils pensent. Et j'ai vu aussi cette classe sociale avec qui j'ai grandi, Mm. euh, qui aussi pareil, m'ont partagé leurs choses. Et pour moi, c'est moi, je me suis dit, en fait, je suis vraiment à l'image, je termine sur ça, mais par rapport à la Gen Z, pourquoi j'ai participé, c'est parce que je suis vraiment à l'image de là où j'habitais à l'époque. Ouais. J'habitais à Issourac et j'habitais au milieu, ce qui fait que tu fais un pas, tu vas à Issouch, Ouais. tu fais un autre pas, tu vas à Issourac Jet Set, Oui, oui. Issourac Très bien. Oupé. Et Très moi, bien. je trouve que j'étais vraiment à l'image de ça, De ce milieu-là. De ce de ce milieu dans milieu. milieu Voilà. dans le sens entre deux, mais milieu de ce. Ouais. Ok. Et s'il Je fallait vois. créer une brèche, Oui. c'était la responsabilité, je prenais. Ouais. S'il fallait qu'à un moment donné, dans tous ces clubs, entre guillemets, Très cette bien. forme de jet set, que les Mm. gens entendent, bah, il fallait, parce que j'avais tous mes amis, toutes mes connaissances sur les réseaux sociaux, mais j'avais aussi ceux qui me suivaient de MWE, des fédérations de taekwondo, de la fédération de taekwondo, où il y a plein Mm. de classes sociales en même temps, de l'église dans laquelle j'étais, où il y avait plein de classes sociales mélangées. Mm. Et moi, je me suis dit, bon, il faut que je porte la parole du mouvement, Ouais. Ouais. au Parce que moins auprès des deux. oui, quelque part, tu représentes aussi, encore une fois, tout ça. Tu es Oui, tout c'est ça. ça, Ouais. c'est ça. Oui, oui. Et
Oui, parce que les gens, j'aime bien en parler dans des podcasts parce que tu peux en parler dans la presse, c'est tellement court que tu peux pas. Mais dans des Moins facile à podcasts, expliquer et à clarifier. c'est Ouais, ça. Dans des podcasts, tu peux clarifier que, attention, votre image de la meuf bourgeoise de la diaspora qui, elle a jamais galéré dans sa vie, ouais. mais qu'est-ce qu'elle sait de tout ça? Et c'est là où, ben, désolée, en remontant dans mon passé, ben, moi aussi, j'allais chercher de l'eau à la fontaine, quoi. Mm. Mm. Donc, je sais de quoi on parle. Ouais. Moi-même, j'avais la boule au ventre si mes frais de scolarité étaient payés ou pas. Donc, voilà. Et j'ai fait aussi face à cette administration, cette justice un peu spéciale de Madagascar où tu fais la queue, t'attends. En fait, on te rend des jugements qui ne sont pas dans les normes. Mm. Euh, T'attends ta carte d'identité comme tout le monde. Enfin, voilà. Et ça aussi, il faut l'intégrer. Merci, merci Audrey de partager ces expériences personnelles qui effectivement, je pense, vont faire écho auprès d'un grand nombre des auditeurs qui vont t'écouter et te voir. Le temps passe très 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 vite. Oui. Le temps passe très très vite, c'est passionnant. On va passer aux questions traditionnelles, un peu le rituel crible de diapason. L'une des premières questions que l'on a, c'est alors, avec toutes tes expériences, tu as peut-être, je ne sais pas, une citation, un livre, un film, un événement marquant, tu nous en as déjà partagé pas mal, que tu veux laisser ici, là, sur cet épisode, que tu veux nous partager, quelque chose qui te porte, quelque chose qui est une sorte de phare ou de bougie, de lumière qui te mène. Oui, alors je veux partager un livre que je partage à chaque intervention qui s'appelle La moitié du ciel de Nicolas Christophe et de Cheryl Vudun. En fait, c'est un livre qui parle de la moitié du ciel, ce qui signifie l'autre moitié de la population qui sont les femmes. Et D'accord? c'est un livre qui m'a été recommandé à l'époque par une fille qui s'appelle Oubi, qui avait un podcast qui s'appelle Bass Vibes Mm. et qui m'avait recommandé ce livre, qui m'a dit, ben tiens, moi je ne l'ai pas terminé, mais je te conseille quand même de ce livre-là. Il est top, il parle des conditions des femmes dans le monde, etc. Et Mm. c'est un livre qui te prend aux tripes parce que tu parles de, exactement dont on m'a parlé sur tout le podcast, différentes catégories de femmes. Mm. La femme qui est au Nigeria, la femme, l'excision autour des femmes, les gang rape qu'il y a en Inde, Oui. les Américaines qui, elles, font partie de fondations, comment elles lèvent des fonds, les réseaux, tout ça, ça parle de tout ça. Et en Oui. fait, c'est un livre à la fois très témoignage, mais à la fois très pratique. Et Oui. c'est ça qui m'a vraiment aidée à réfléchir à tout ça. Parce que tu passes vraiment de toutes les phases qu'une femme peut vivre dans le monde. Des fois, parfois, je devais faire des pauses parce que le livre est quand même dur à lire. Mais voilà, certains témoignages sont vraiment durs à lire, type les femmes dans les bordels, qui en fait, des bordels qui sont aussi tenus par des femmes mêmes Mm. et qui sont dans cette misogynie intériorisée. Et Mm. ça, j'aimerais vraiment que les gens le lisent pour que soit se rendre compte de ce qui existe dans le monde, Ouais. soit voilà, aussi accompagner leur engagement s'ils peuvent auprès des femmes. Ok. Ok, c'est bien noté. On le mettra dans les notes du podcast pour que chacun puisse aller l'acquérir par le site qui lui convient ou par la librairie qui lui convient. Notre question rituelle que l'on a, c'est qui aimerais-tu inviter, qui aimerais-tu recommander pour être invité ici? Alors, ça peut être au pluriel comme ça peut être au singulier. Je ne sais pas si tu y as réfléchi ou si tu as déjà une réponse Mm-mm. là maintenant. Alors, j'ai pensé à une personne qui m'a marquée cette année et qui d'ailleurs a réussi à faire beaucoup de choses. C'est Luc Razanadzone. Donc, Luc Razanadzone, c'est le réalisateur du film Disco Africa, qui Oui. fait partie de ces visionnaires, de ces observateurs observateurs sociaux, pardon. Euh, et lui, en fait, Luc est aussi quelqu'un de très passionnant. Mm. Il a énormément de recul sur plein de sujets. Il a vraiment il est chill. Ouais. Et en plus, je pense que c'est quelqu'un qui mérite qu'on mette de la lumière encore sur lui, puisque son film est inscrit aux Oscars 2026. Clairement. C'est le premier film, enfin, c'est pas le premier film, mais il me semble, je sais plus,
C'est si c'est le premier film. à vérifier. Peut-être même, je ne veux pas dire Ouais, n'importe quoi, mais ouais, en tout cas, il représente Madagascar aux Oscars pour 2026. génial. Et franchement, vraiment quelqu'un de super passionnant et cool. C'est lui qui t'a précédé. On a eu un épisode avec lui juste avant toi. Ah, c'est vrai? Mince! Non, mais c'est très Je bien. savais pas. Ah, ok. Ah oui, c'est Bah, très, très bien. ah, bah, Donc, le super. palier, Bah, c'est pas... en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis voilà, le cinéma est tellement rare chez nous. Donc, on C'est a ça. invité. C'est Euh, ça. mais écoute, c'est noté. Et puis après, si c'est quelqu'un d'autre, tu nous diras. J'avoue. Tu nous diras. Ah, sur le coup, j'avoue, j'ai raté, hein. J'ai raté. Alors que Tin m'envoie des WhatsApp pour me montrer. Ok, on voit toujours les annonces de Diapason sur le coup. Bon, Non, my mais bad. t'inquiète pas. En tout cas, merci Audrey encore une fois. Et puis peut-être un mot de la fin, un mot de la fin que tu veux laisser ici pour l'audience de façon élargie. Et je pense que ce qui serait intéressant aussi, c'est que tu nous communiques, en tout cas, et les sites web, peut-être au pluriel, les adresses email pour que ceux qui sont concernés par les différentes problématiques Mm, qu'on a évoquées aujourd'hui puissent voilà, aller se manifester ou pour proposer leur aide ou pour en bénéficier. mm, mm. Déjà, je voulais remercier Diapason, qui est un vrai puits de connaissances, d'analyse. Je trouve que, en fait, Diapason, c'est vraiment le think tank malgache dont on a besoin, Mm. surtout quand certaines personnes comme nous sommes très terrain. En fait, c'est bien d'avoir des personnes qui arrivent à avoir ce recul, arrivent à avoir des analyses, qui ont de la culture et qui aussi mettent en avant plein de problématiques différentes. Ça, déjà, pour Diapason, je voulais remercier. Et aussi, je sais que le public de Diapason est un public qui pourrait devenir de futurs partenaires Clairement. pour MWE surtout. N'hésitez pas, voilà, si le public de Diapason est intéressé à joindre une de mes initiatives, une de nos initiatives, ça serait vraiment avec plaisir. Il y a beaucoup de choses qu'on arrive à faire avec des entreprises à Madagascar, et c'est d'ailleurs grâce à eux que le mouvement continue à perdurer. C'est parce que les personnes pensent à nous pour les intégrer dans les fonds RSE, la partie staffing ici qui a en salon, la partie voilà, et c'est ce qui nous permet de financer la majeure partie de nos activités, c'est les partenaires. Donc évidemment, je vais partager le site internet. Sur le site internet, il y a un petit onglet avec un formulaire pour pouvoir postuler, même ouvrir le réseau. On prend de tout. Nous, on a récupéré du matériel, on a pris des, voilà, on a vraiment, on prend de tout. On peut tout envoyer à Madagascar, des ordinateurs, des machins, de la logistique. Okay. Si vous voulez donner des fonds, voilà, tout ça, on peut vraiment créer de belles collaborations. Et puis, j'espère en tout cas que ça a pu inspirer plus d'un ou d'une mon intervention et avec plaisir pour toutes les personnes qui souhaitent me suivre sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Audrey sur Facebook, sur Instagram. Parfait. Merci beaucoup Audrey. Ton épisode sera celui de la fin d'année. 2000, Trop bien. tu vas terminer l'année, c'est génial, on est ravis. Encore merci pour ton temps, toute ton énergie et ces multiples initiatives qui prouvent que justement on peut finalement agir de façon étendue et ne pas être cloisonné comme l'ont été un peu plus peut-être nos aînés. Donc un grand merci pour ça. Voilà, donc cet épisode est terminé. Et puis écoutez, nous vous souhaitons une belle fin d'année et vous disons à bientôt. À bientôt. Thank you.